Bienvenue dans Octobre Obscur, jour 24. Et ouais, ça passe super vite. Je pensais pas. On est déjà le jour 24. C'est un truc de ouf. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter 3 histoires vraies ou fausses, mais flippantes. Et c'est parti. À l'aube du 19e siècle, dans le petit village de Borley en Angleterre, un manoir imposant se dresse au sommet d'une colline. On raconte qu'il aurait été construit sur l'emplacement d'un ancien couvent détruit pendant la Réforme anglaise, et que depuis des présences étranges s'y manifestent. Les habitants du village évitaient souvent de passer à proximité la nuit, racontant avoir entendu des cris étouffants et des pleurs qui semblaient venir du manoir lui-même. En 1863, la famille Schmidt emménage dans le manoir. Rapidement, les domestiques rapportent des incidents. Des portes qui se claquent toutes seules, des chaises qui se déplacent et des bruits de pas dans les couloirs vides. Les premières nuits sont silencieuses, mais une ambiance glaciale s'installe. Les murs semblaient absorber le son. Un souffle glacial traverse parfois les pièces, même en plein été. Puis apparaissent les premières apparitions. Une religieuse fantomique, vêtue d'une longue robe noire, est vue dans le couloir et les escaliers. Les serviteurs affirment qu'elle les suit du regard et disparaît lorsqu'ils s'en approchent. Les membres de la famille racontent des bruits d'objets qui tombent sans raison, parfois des lettres manuscrites apparaissent sur les murs, écrites en rouge, racontant des histoires de trahison et de mort. Le paranormal atteint son paroxysme lorsqu'un incident mystérieux détruit partiellement le manoir en 1939. Personne ne connaît l'origine exacte du feu, mais les témoins parlent de silhouettes noires se faufilent dans les flammes et des cris étouffants venant des murs. Après l'incident, le manoir est abandonné, mais les rares curieux qui aussi aventurés racontent toujours des sensations étranges. Des mains visibles qui effleurent leurs épaules, des ombres qui disparaissent quand on les regarde et des bruits de chiens traînés dans les couloirs. Dans les années 1920 et 1930, l'enquêteur Harry Price s'intéresse à Borley Manor. Il y installe des caméras et enregistre des bruits de pas, des coups contre les murs et des voix qui semblent répondre à ces questions. Les phénomènes enregistrés incluent des déplacements de meubles, des hurlements inexplicables et des ombres apparaissant dans les coins des pièces. Price note que certains objets se déplacent avec une précision presque intelligente, comme si le manoir lui-même manipulait l'espace autour de ses visiteurs. Aujourd'hui, le manoir n'existe plus, mais Borley reste célèbre dans le monde du paranormal. Les habitants racontent encore que certains soirs, on peut entendre des pas résonner sur la colline où ils se trouvaient, et parfois un cri d'agonie que les vents portent vers le village. Les histoires de Borley Manoir demeurent parmi les plus emblématiques et documentées de toute l'Angleterre. Une véritable légende où l'histoire et le surnaturel se mêlent pour créer un lieu d'effroi absolu. Anna explique qu'il lui a fallu beaucoup de temps avant de pouvoir en parler, parce que selon elle, c'est l'une des choses les plus effrayantes, voire les plus traumatisantes, qu'elle ait jamais vécues. Tout commence quand elle et son mari emménagent dans leur première maison. Très vite, des choses étranges commencent à se produire, mais il faudra environ 2 ans avant que tout bascule. La première chose qu'elle remarque, c'est dans la cuisine. Chaque matin, elle retrouve la même chaise déplacée. Pourtant, la veille au soir, elle range toujours toutes les chaises autour de la table à manger. Et au réveil, une seule est sortie du lot, toujours la même, tirée vers le couloir. Celui qui mène à toutes les chambres de la maison. Au début, elle pense que c'est son mari, et lui, il pense que c'est elle. Mais en parlant un jour, ils se rendent compte qu'en réalité, c'est ni l'un ni l'autre. Et là, il commence à avoir peur, parce que la nuit, quand elle se lève pour aller dans la cuisine, cette chaise est là, tournée vers elle, et parfois, dans le reflet d'une fenêtre, elle voit une silhouette d'un vieil homme assis dessus. Elle se dit que c'est sûrement la fatigue ou une illusion, mais ça lui arrive de plus en plus souvent. Jusqu'à une nuit, elle est semi-éveillée dans son lit, et quand elle ouvre les yeux, elle voit une ombre immense, penchée au-dessus de son mari, une silhouette d'environ 2,50 m, très mince, presque collée à lui. Elle pense d'abord à une paralysie du sommeil, parce qu'elle ne peut pas bouger. Le lendemain, elle en parle à son mari et elle dit « J'ai eu la vision la plus folle.
Je ne veux pas t'effrayer, mais il y avait quelque chose au-dessus de toi. » Et là, son mari se fige et il lui répond: « Attends, moi aussi j'ai rêvé qu'il y avait quelqu'un au-dessus de moi. » Même nuit, même description, même présent. Anna est complètement troublée. Quelques mois passent, un soir ils sont tous les deux dans le salon, leur maison date des années 60, une immense baie vitrée donnant sur le jardin. Soudain, elle entend des griffures sur la vitre extérieure. Pas de petites griffures d'animal, non. Quelque chose de fort, de profond, d'inhabituel. Ils savent que ce n'est pas un raton laveur ou un chat, c'est trop fort. Et en plus, la vitre est immense, donc ils auraient vu s'il y avait quelque chose dehors. Ils commencent à avoir une mauvaise pressentiment et décident d'aller se coucher. Mais à peine rallongés, ils entendent un fracas énorme, un bruit sourd, puissant, comme si quelque chose de lourd était effondré. Ils pensent immédiatement à leur bibliothèque de plus de 2,50 m, plein de gros livres. Les deux chats, terrifiés, foncent sur leur lit. Anna et son mari sont convaincus qu'un intrus est entré. Ils prennent de quoi se défendre, sortent de la chambre et là, rien. Rien n'a bougé, la bibliothèque sont intactes, le salon est parfaitement en ordre et pourtant ils avaient entendu ce bruit. Et les chats aussi. Ils regardent, incapables d'expliquer ce qu'ils viennent de vivre. Pendant cette période, Anna est enceinte. Elle finit par donner naissance à une petite fille. Et même si elle était très occupée, les phénomènes ne s'arrêtent pas. Un jour, elle filme son bébé assis sur ses genoux, l'enfant fixe quelque chose derrière elle rit, elle joue, comme s'il voyait quelque chose. Anna se dit que c'est juste un bébé, peut-être qu'il s'amuse à être avec son imagination. Mais en regardant la vidéo, elle distingue un mouvement blanc dans le fond, un mouvement clair, rapide et inexpliqué. Le temps passe et une nuit, alors qu'elle berce sa fille dans sa chambre, elle se lève, les yeux vers le couloir, la chaise est encore là, tournée vers elle, sauf que cette fois, quelqu'un était assis dessus, une silhouette immense, terrifiante. Anna décrit une présence démoniaque, avec des cornes et des sabots. Une aura lourde, oppressante, malveillante. Elle manque un battement de cœur, tétanisée. Alors là, elle commence à prier à voix basse, le plus fort qu'elle peut. Elle comprend qu'elle ne rêve pas et tout ce qu'elle a vécu depuis des mois est bien réel. Le lendemain, elle prend sa fille et se rend dans une église catholique. Elle demande une bénédiction, achète une croix et remplit une bouteille entière d'eau bénite. Avec une amie, elle bénit chaque pièce de la maison, asperge les murs, prie dans chaque coin. Chaque soir avant de dormir, elle bénit son mari, son enfant, elle-même et chaque porte. Et à partir de ce moment-là, plus rien. Les bruits ont cessé, les chaises ne bougent plus, les silhouettes ont disparu. Anna dit que c'est l'expérience la plus terrifiante de sa vie, parce qu'il n'y a aucune explication logique. Et depuis ce jour, peu importe où elle vit, elle garde une croix bénie suspendue à l'entrée de la maison, juste au cas où, parce qu'elle sait ce qu'elle a vu n'était pas humain. Thomas, lui, adore marcher. C'est son rituel tous les soirs. Qu'il pleuve ou qu'il vente, il sort faire sa petite balade nocturne. Ça le détend, ça lui vide la tête, mais ce jour-là, tout va basculer. Il est environ 21h30. Thomas descend de son appartement, met ses écouteurs et commence à marcher habituel. Il longe les immeubles, traverse une petite rue et arrive à côté d'un parc. Il a l'habitude de regarder à travers les grilles. Parfois, il y a des SDF, des couples et des jeunes qui font du vélo. Mais ce soir-là, c'était différent. Entre les barreaux, il aperçoit un homme en train de danser. Pas un petit pas de danse, non, une valse. L'homme tourne sur lui-même, bras levés, la tête complètement basculée vers le ciel. Thomas ralentit, il le regarde. C'est étrange, mais bon, pourquoi pas. Sauf qu'en continuant à marcher, il se rend compte que l'homme le suit. Toujours en dansant. À chaque pas qu'il fait, l'autre en fait un aussi, synchronisé, toujours en valsant. Toujours avec la tête tournée vers le ciel. Imagine la scène, il fait nuit, les rues sont presque vides, et de l'autre côté des barreaux, un homme danse à toute vitesse. En te suivant du regard sans jamais te regarder vraiment. Thomas sent une angoisse monter. Il accélère un peu, change de trottoir, il traverse la route pour mettre de la distance. Arrivé de l'autre côté, il jette un coup d'œil discret, l'homme danse toujours. Mais cette fois, Thomas distingue mieux son visage, ses yeux sont écarquillés au maximum et sa bouche grand ouverte. Un sourire figé, presque inhumain. Le cœur de Thomas bat à fond. Il se dit peut-être que c'est un drogué, un fou ou pire. Il tourne les talons, décide de rentrer, mais au moment où il se retourne, il le revoit. L'homme est toujours là, accroupi, caché derrière un poteau, quelques mètres plus loin. Thomas se fige. L'homme se lève lentement, puis traverse la route en marchant sur la pointe des pieds, toujours avec un sourire terrifiant. Il ne quitte pas le ciel des yeux.
Thomas sent la panique monter. Il crie, il lui demande ce qu'il veut. Et là, le visage de l'homme change. Son sourire devient encore plus grand. Un sourire dément. Thomas recule d'un pas. L'homme avance d'un pas. Puis d'un coup, il s'arrête. Il tourne le talon et s'en va. Thomas ne cherche pas à comprendre. Il fait pareil. Il marche vite, très vite. Il prend des ruelles. Au hasard, essaye de se tarer. Il jette un regard derrière lui. L'homme n'est plus là. Enfin. Mais soudain, à quelques mètres, il le voit. Toujours ce sourire figé. Et cette fois, il court. Thomas part à une toute vitesse, coupe à travers des jardins, change de rue, essaye de brouiller les pistes. Un bout d'un moment, il ne voit plus personne. Il s'arrête, essoufflé. Silence. Il attend, puis il rentre chez lui. Une fois à l'intérieur, il ferme la porte, s'assoit, souffle, c'est fini. Du moins, c'est ce qu'il croit. Quelques minutes plus tard, il se dit qu'il va être sûr. Il s'approche de sa fenêtre, écarte doucement les rideaux, et là, il voit l'homme, juste en bas de chez lui, debout, immobile, en train de le fixer, avec le même sourire. Thomas est gelé sur place. Cette nuit-là, il n'a pas dormi. Il n'est plus jamais ressorti marcher le soir. J'espère que ces 3 histoires vous auront plu. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, commentez aussi. Et je vous dis à demain. Et je vous fais des gros bisous. Bisous.